Voilà, donc on va démarrer en français et puis vers la fin, on va passer à la langue italienne pour les conclusions. Manlio Graziano nous a gâtés ces dernières années avec une série de livres tous plus intéressants les uns que les autres. Et le dernier, en italien, s'intitule L'isola al centro del mondo, l'île au centre du monde. Rassurez-vous, ce n'est pas un livre sur des îles de vacances, c'est un livre sur les États-Unis d'Amérique. Donc, ce pays qui est le numéro 1 des puissances mondiales. Le sous-titre, c'est Une géopolitique des États-Unis. Alors, d'abord, la première question, c'est pourquoi ce nouveau livre consacré aux États-Unis? Il y a une raison très simple, c'est qu'il n'y a jamais eu un livre entier consacré à la géopolitique des États-Unis. Alors, on a beaucoup de livres sur des aspects particuliers de la géopolitique américaine. On a beaucoup de livres, évidemment, d'histoire des États-Unis, mais il n'y a jamais eu un livre sur la géopolitique des États-Unis. Et cela, non seulement en italien, mais en règle générale, parce que quand j'ai commencé à enseigner la géopolitique, et donc normalement dans mes cours, il y a aussi 1 ou 2 cours qui sont consacrés aux États-Unis, et j'ai cherché des livres sur la géopolitique des États-Unis. Et je n'en ai jamais trouvé. Enfin, il y a des livres sur la géopolitique en général dans lesquels il y a des parties qui sont consacrées aux États-Unis, que j'ai saccagé évidemment pour écrire ce livre. Mais il n'y a pas un livre entier sur ce sujet. Donc c'est assez intéressant parce que même pour le public français ou le public anglophone, ce serait intéressant effectivement de l'avoir parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc là, c'est disons, la raison la plus simple, la plus élémentaire. Puis naturellement, il y en a une autre, c'est qu'il me semble que le moment maintenant est particulièrement bienvenu pour parler des États-Unis à travers une approche différente, parce que c'est une approche géopolitique, ce n'est pas l'approche politique classique, ce n'est pas l'approche historique classique, c'est une approche géopolitique. Voilà, ce titre, L'isola al centro del mondo, l'île au centre du monde. D'abord, l'isola évoque la tentation isolationniste qui parcourt un peu toute l'histoire des États-Unis et qui est très présente aujourd'hui. Au centre du monde, parce que les États-Unis, justement, sont toujours la première puissance mondiale, mais c'est une suprématie qui est aujourd'hui contestée, remise en cause. Donc, c'est un livre sur la puissance américaine, mais également sur le déclin relatif de cette puissance, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas véritablement un livre sur l'actualité politique, mais c'est un livre dans lequel l'actualité politique est expliquée par la géopolitique. Alors, disons que le but fondamental de la géopolitique est précisément celui d'expliquer, d'essayer de donner des pistes de compréhension de l'actualité politique à travers la géopolitique. Donc, par exemple, les titres qui évoquent exactement ce que tu disais, c'est que cette idée que les États-Unis sont ou doivent devenir une île est une idée qui est enracinée dans l'histoire même des États-Unis, parce que Alexander Hamilton a commencé à parler dans ce terme même avant la création des États-Unis. Donc l'idée, c'était précisément de faire en sorte que les États-Unis puissent jouir de la même condition géographique et politique, donc géopolitique évidemment, de la Grande-Bretagne des siècles précédents. Donc l'idée, c'était, si la Grande-Bretagne a pu devenir la première puissance mondiale grâce à sa situation insulaire, nous devons répéter cette situation insulaire et faire en sorte que les États-Unis deviennent une île. Donc cette idée de l'île, de l'isolationnisme, ce sont des idées qui sont profondément enracinées. Et justement, aujourd'hui, que les tendances isolationnistes refont surface, avoir bien présent dans la tête qu'il y a toute une ligne de continuité
dans la pensée politique, dans l'idéologie américaine, est absolument primaire, parce que sinon on considère que tout est la faute à Donald Trump. Comme vous le voyez, la clé utilisée par Manlio Gratiano est la clé géopolitique. Ce n'est pas par hasard qu'il est l'un des meilleurs spécialistes de cette discipline au niveau international. Évidemment, l'isolationnisme est une tentation récurrente, mais au cours du XXe siècle, les États-Unis sont intervenus 2 fois dans les 2 guerres mondiales et le résultat de leur intervention a été tout à fait décisif. Ça, c'est l'opinion unanime de tous les historiens. Absolument. Il y a quelque chose d'intéressant dans tout cela, parce que, en plus, c'est une question qu'on vient précisément de me poser la semaine dernière pendant un de mes cours. Comment cela se fait que les États-Unis sont isolationnistes et puis ils sont intervenus partout dans le monde? Donc on dirait qu'il y a une contradiction dans la chose. Mais en fait, ce qui est bien présent dans la pensée américaine, c'est cette idéologie de l'isolationnisme. Alors l'idéologie est une chose, la réalité est une autre chose. Alors les États-Unis ont été capables d'intervenir partout dans le monde tout en gardant cette idéologie isolationniste. Parce que si l'on réfléchit à la chose, ce qui paraît assez bizarre, c'est le fait que les États-Unis sont rentrés dans les 2 guerres mondiales avec 2 présidents isolationnistes qui avaient été élus sur des plateformes électorales isolationnistes. Tout à fait. Et les 2 ont porté les États-Unis dans les guerres mondiales. Alors, l'explication est relativement simple, c'est-à-dire que la réalité va dans un sens, l'idéologie va dans l'autre sens. Quelle est la réalité? La réalité est que les États-Unis, à partir des années 1880, sont devenus la première puissance industrielle du monde. Et dans notre système social, quand on devient la première puissance dans le monde, on a la nécessité d'interagir avec le monde. C'est absolument vital, non pas indispensable, mais vital. C'est-à-dire, si une grande puissance industrielle n'interagit pas avec le monde, elle se condamne à la crise, à l'impuissance et au déclin. Et donc, c'est la force même de son économie qui a porté les États-Unis à intervenir dans la guerre. Et non seulement les 2 guerres mondiales, parce que pour moi, et j'essaie de l'expliquer un peu dans le livre, le tournant véritable a été la guerre de 1898, nominalement contre l'Espagne, qui ne représentait pas un adversaire réel, mais qui a permis effectivement aux États-Unis de devenir une puissance de l'Atlantique et de l'océan Pacifique à la fois. Et donc c'est à partir de ce moment-là que les États-Unis sont projetés inéluctablement dans le monde, en dépit de cette idéologie isolationniste qui reste, et qui ressurgit de temps à autre, et qui, évidemment, je disais tout à l'heure, l'idéologie va dans un sens, la réalité va dans l'autre sens. À chaque fois que l'idéologie ressurgit, la réalité en prend un coup, si on veut. Dans le sens que, aujourd'hui, les États-Unis sont liés avec le reste du monde comme jamais auparavant, à cause de tous les liens qui sont créés dans cette époque de la globalisation. Et là, il faut intervenir une idéologie, une pratique isolationniste qui risque de frapper en premier lieu leur force même. Alors, l'analyse qui est proposée dans ce livre suit des critères, des méthodes géopolitiques, mais en même temps est aussi une analyse historique. Et on peut dire que, grosso modo, l'histoire des États-Unis est divisée en 3 parties. C'est-à-dire la période de l'ascension de cette puissance sur la scène mondiale, la période de la consolidation de son pouvoir face au contexte international, et puis, 3e période, la période actuelle où cette puissance est contestée et sur le plan politique et stratégique, et surtout sur le plan économique. Je pense bien sûr à la Chine, mais on pourrait faire référence aussi à d'autres zones du monde. Donc, pourquoi ces trois périodes?
Déjà, le fait que ce soit un livre d'histoire en même temps, c'est assez normal parce que la géopolitique est l'un des éléments de la géopolitique, l'un des éléments constitutifs de la géopolitique est l'histoire, donc forcément. Et puis parce qu'il fallait donner... Mais ce n'était pas une critique, c'était juste pour faire comprendre aux visiteurs de notre site de quoi il s'agit. Exactement, mais puisqu'il y a beaucoup de confusion sur la géopolitique, on pense que la géopolitique s'occupe de la géographie, alors que évidemment elle s'occupe de la géographie, mais elle s'occupe aussi de l'histoire et de beaucoup d'autres facteurs de la politique internationale. Mais cette division, elle correspond tout simplement aux trois périodes réelles de la vie politique des États-Unis, l'ascension, l'apogée, le déclin relatif. Alors, pour donner des points de repère un peu plus clairs, l'ascension, on pourrait dire qu'elle se termine dans les décennies qui suivent la guerre civile de 1861-1865. Celle qu'on a appelée aussi la guerre de sécession. Oui, celle qu'on appelle ici la guerre de sécession, les Américains l'appellent la guerre civile. Au cours de ces décennies-là, enfin 2 décennies pendant lesquelles les États-Unis deviennent la première puissance économique mondiale, la première puissance industrielle mondiale en particulier, et qui représente cette ascension qui culmine avec la guerre de 1898. Puis, après cette guerre, c'est l'apogée, c'est-à-dire la conquête de la prééminence sur tous les plans, hein, qui a lieu avec la Première Guerre mondiale, essentiellement. À la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient la puissance dominante sur tous les plateaux parce que, disons, du point de vue industriel, elle était déjà depuis longtemps, du point de vue financier, elle le devient avec la guerre, du point de vue militaire aussi, et le point de vue politique également, parce qu'effectivement, les États-Unis étaient en mesure de pouvoir dicter les conditions aux autres puissances. Et d'ailleurs, elle tend à le devenir aussi sur le plan culturel. Et sur le plan culturel, oui, bien parce entendu. Que ça, on a tendance, surtout en France, à considérer toujours les Américains comme des gens qui sont puissants, mais finalement, ce sont des brutes. Alors que non, l'Amérique devient aussi une puissance culturelle. Les années 20 et les années 30 sont déjà dominées par la culture américaine. Déjà, il y a eu un développement de l'industrie cinématographique qui a été particulièrement important, même au cours de la guerre, quand le cinéma a été mis au service de la propagande politique. Et donc, l'apogée, c'était, à partir de 1919, les États-Unis auraient déjà pu devenir ce qu'ils sont devenus en 1945, mais là, c'est justement l'un de ces cas où l'idéologie a pris le dessus et a cassé le mouvement historique des Américains. Ce qui a provoqué des répercussions délétères non seulement sur les États-Unis eux-mêmes, mais sur le monde tout entier, parce que l'ordre politique mondial qui aurait pu devenir possible grâce au rôle dominant des États-Unis en 1919, n'a pas eu lieu parce que les États-Unis ont décidé de se retirer. Le Congrès n'a pas voté les traités de paix et les États-Unis n'ont pas pris part à la Société des Nations qui était une invention du président Wilson. Puis non, pour conclure, la période, non, ça c'est la période la plus importante qui intéresse tout le monde, c'est la troisième période qui est la période du déclin relatif. Alors, peut-être 2 mots sur le concept de déclin relatif, qui est un concept qu'il faut absolument rendre clair. Alors, déjà, dans le livre, je fais commencer la période du déclin relatif des États-Unis en 1945, ce qui peut paraître assez bizarre, parce qu'en 1945, les États-Unis ont la maîtrise du monde entier. Leur suprématie est écrasante sur tous les tableaux. Ils produisent la moitié de tout ce qui est produit dans le monde. Ils ont les 2/3 des réserves d'or mondiales. Ils ont la plus grande flotte mercantile du monde. Donc, effectivement, on imagine que là, il n'y a rien qui puisse les arrêter. Ce qui est vrai, mais il faut toujours considérer une banalité, si vous voulez, c'est-à-dire que le déclin commence tout de suite après avoir atteint l'apogée. Ça, c'est même pour les individus. Une fois qu'on a atteint l'apogée, il y a la phase suivante qui est la phase du déclin. Quand on est dans la force de l'âge, on prépare sa décadence. Et c'est un peu ce que les États-Unis ont fait en 1945 quand ils ont organisé le monde en prévision du fait que leur puissance ne pouvait pas rester aussi incontestée pendant très longtemps.
Et effectivement, ce qui se passe, c'est que les 2 décennies qui suivent, pour arriver jusqu'au milieu des années 60, ce sont des décennies dans lesquelles les États-Unis perdent relativement beaucoup de pouvoir du point de vue économique, parce qu'il y a la renaissance de l'Allemagne et du Japon, et donc en termes relatifs, évidemment, il y a une diminution de la puissance américaine, mais qui s'est traduit politiquement parce que l'embourbement des Américains au Vietnam est la preuve, la démonstration la plus évidente qu'il y avait un problème politique. Les États-Unis étaient plus en mesure. Et ce n'est pas un hasard que Henry Kissinger dit que l'accord avec la Chine de 1971-72 a été le retour de la géopolitique. Pour lui, il pense, quand il parle de géopolitique, en fait, lui, il pense à la politique fondée sur les rapports de force, sur les équilibres, sur la balance of power. Le retour de la géopolitique parce qu'effectivement, en introduisant un 3e élément dans leur compétition avec l'Union soviétique, la Chine, les États-Unis ont pu gagner ce qu'ils avaient perdu avec la guerre du Vietnam. Mais quand même, le fait d'être obligés de s'appuyer sur la Chine signifie qu'ils avaient déjà perdu beaucoup. Et cette même décennie, qui est la décennie des années 1970, c'est la décennie où naît le G5, comme il était appelé au début, qui a été une initiative française en plus. Et le G5, c'est une sorte d'iratoire mondial dans lequel les États-Unis sont mis à côté non seulement des 2 puissances formellement, qui ont formellement gagné la guerre comme la Grande-Bretagne et la France, mais aussi les 2 puissances qui ont perdu la guerre, le Japon et l'Allemagne. Donc le G5, à mon avis, même du point de vue symbolique, représente bien cette phase de déclin déjà, déclin relatif, j'insiste, avancé. Pourquoi relatif? J'insiste parce que la puissance économique des Américains a continué de croître. Il n'y a jamais eu un déclin absolu. Mais c'est un déclin par rapport aux autres compétiteurs. Autres compétiteurs qui, pour ainsi dire, roulent plus vite. Voilà, et ça, donc, ce n'est pas que les États-Unis arrêtent de se développer, c'est que les autres ont une vitesse de croisière qui est supérieure. C'est la théorie de la relativité. Hein, bien entendu. Quand tu faisais allusion à cette défaite américaine au Vietnam, défaite d'abord idéologique et psychologique, et puis aussi militaire, il faut bien le dire, parce que la seule façon pour les États-Unis de remporter cette guerre, c'était d'utiliser l'arme nucléaire pratiquement. Donc comme cela n'était pas possible, et donc cela est devenu une défaite militaire grave de la part oui. Mais je pense aussi à une autre défaite moins spectaculaire, mais aussi importante, c'est-à-dire que je me souviens, comme si c'était d'hier, la crise des missiles à Cuba, et la fameuse bataille de la baie des Cochons, où les États-Unis ont essayé d'organiser une invasion de la part des Cubains exilés en Floride, et finalement ils ont été repoussés par, là il faut bien dire par le peuple cubain, parce qu'il serait trop facile de dire « Ah oui, Fidel Castro était armé par les soviétiques ». Il y avait aussi un sentiment national, évidemment, à Cuba, qui l'opposait aux États-Unis. Donc le terme impérialisme, ce n'était pas uniquement de la propagande, c'est que la présence américaine était ressentie comme une forme d'impérialisme, et là, ils ont été battus. Donc, d'ailleurs, c'était la période de la crise des colonialismes, c'était la défaite française au Vietnam, c'était, enfin, disons, aux années 50, il y avait eu Dien Bien Phu, n'est-ce pas? Donc, là aussi, c'est un retournement de l'histoire qui nous apprend quelque chose au sujet de ce concept de déclin relatif. Oui, mais là, il y a aussi une autre chose importante. C'est vrai, il y a une autre chose extrêmement importante, c'est justement le fait que il n'y a pas que l'idéologie de l'isolationnisme qui freine les États-Unis. À ce moment-là, il y avait l'idéologie de l'anticommunisme aussi, et qui a été un désastre total de ce côté-là, non seulement pour les implications au Vietnam que l'on a vu,
quand les Américains se sont aperçus qu'ils étaient en train de combattre du mauvais côté de la barricade, en fait. Mais toute la question qui est discutée à la fin de la période des deux mandats d'Eisenhower et au début de la période de Kennedy et Johnson aussi, mais Kennedy surtout, c'était la discussion de l'attitude à avoir vis-à-vis du nationalisme sérieux, c'est-à-dire ceux qui veulent émanciper leur pays. C'est-à-dire dans une époque de décolonisation, de lutte de libération nationale, etc. etc. Et là, c'est très intéressant, et j'en parle beaucoup dans mon livre, parce que aux États-Unis, il y avait une tendance, et je simplifie, une tendance qui considérait les intérêts du pays et qui disait il faut appuyer les nationalismes, parce que les nationalistes, déjà, ils se réclament de notre propre expérience, hein, l'expérience de la Révolution américaine, de l'indépendance américaine. Et puis parce que nous avons la force économique pour les soutenir, alors que les Russes n'ont pas cette force économique. Donc il faut les appuyer et créer un front de ces peuples qui se libèrent et qui seront reconnaissants, éternellement reconnaissants vis-à-vis des États-Unis. Et puis il y avait les idéologues, donc ceux qui, au lieu de considérer l'intérêt américain, considéraient l'idéologie, et qui disaient non, les nationalistes sont la proie facile de l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique s'appelle à la rhétorique de la révolution, de l'insurrection, de la guerre civile, etc. Donc finalement, ils sont portés naturellement à collaborer avec l'Union soviétique et donc il faut les combattre. Alors l'attitude des États-Unis a toujours été très schizophrène dans ce domaine parce que avec les Russes, ils ont soutenu toute une série de guerres de libération nationale, pas directement avec les Russes, mais en suivant la même ligne. Par exemple, les Américains étaient favorables à l'indépendance de l'Algérie, par exemple, où ce sont les Américains qui ont obligé les Britanniques et les Français de se retirer de Suez en 1956, pour faire des exemples comme ça. Mais ils n'ont pas été capables d'aller au bout de leur initiative. Alors, le cas que tu citais, c'est l'un des 3 ou 4 cas que je cite dans mon livre, dans lesquels je dis que les États-Unis, à cause de cette ébriété idéologique, ont perdu des occasions d'or. La première occasion perdue, c'est l'occasion de la Chine. Alors, c'est très clair, si vous creusez un tout petit peu l'histoire, et d'ailleurs, il suffit de lire 2 ou 3 livres sur le sujet qui sont extrêmement clairs sur la chose. En 1949, la Chine pouvait passer tranquillement du côté des Américains. C'était absolument clair. Ce qui a empêché cette conjonction, c'est la guerre de Corée, qui a été orchestrée par Staline pour que la Chine combatte la guerre à sa place. Et donc que la Chine soit obligée de rester du côté socialiste. Du côté de l'Union soviétique, exactement. Mais c'était clair pour les Chinois comme pour les Américains que, du point de vue de la géopolitique précisément, les Russes sont des adversaires de la Chine, alors que les Américains ne peuvent pas être des adversaires. Donc voilà, ça c'est la Chine, ils l'ont perdu de cette manière. Deuxième, c'est l'Iran. L'Iran, quand ils sont intervenus en 1953 pour détrôner le gouvernement constitutionnel et pour se tailler la part de lion dans la rente pétrolière iranienne, ils se sont fait un ennemi pour toujours. C'est-à-dire que la révolution de 1979 a été faite en se rappelant ce qui s'était passé en 1953. L'Égypte, c'est le 3e cas. Là aussi, ils ont aidé Nasser à rester non seulement au pouvoir, mais même en vie en 1956. Et puis, ils l'ont laissé passer du côté de l'Union soviétique parce qu'ils ne l'ont pas aidé jusqu'au bout. Et le 4e cas, c'est Cuba, justement. Parce que Cuba n'avait aucune vocation à devenir une république soi-disant socialiste. Fidel Castro, c'était un libéral nationaliste. Le premier geste que fait Fidel Castro quand il va au pouvoir, c'est d'aller visiter Washington, d'aller visiter Eisenhower, Nixon, qui était le vice-président à l'époque, pour dire, écoutez, moi je fais le nationaliste, c'est-à-dire évidemment je ferme vos casinos, je jette à la mer vos mafieux et tout, mais je n'ai aucune intention de me mettre contre vous. Et là, c'est un autre cas dans lequel les États-Unis se sont auto-infligés une défaite, parce que
évidemment, s'ils avaient été moins avides, c'est-à-dire de la volonté de garder leurs intérêts là-bas et la mafia là-bas, les amis de Kennedy, etc., qui étaient là-bas, s'ils avaient été moins avides, Cuba serait resté dans la sphère d'influence des États-Unis, forcément. Et une autre chose que j'ai découvert en faisant ces recherches, c'est qu'il a fallu attendre 1962 pour que Fidel Castro parle pour la première fois de socialisme. Jusque-là, il n'avait jamais parlé de socialisme. Il avait pris le pouvoir 4 ans plus tôt. Il n'avait jamais parlé de socialisme parce qu'il n'y avait rien de socialiste. C'était une révolution nationale, d'indépendance nationale, bien entendu, mais qui n'avait... Évidemment, à partir du moment où il passe armes et bagages du côté de l'Union soviétique, il fallait quand même payer un prix, ne serait-ce que vocal, vis-à-vis de... Mais sinon, c'était... Mais là, ce sont des cas dans lesquels les États-Unis se sont... En même temps, il est compréhensible que Kennedy ne pouvait pas accepter l'installation de fusées nucléaires sur le territoire cubain. Mais l'installation de fusées nucléaires est arrivée après. C'est-à-dire que si les États-Unis n'avaient pas jeté Cuba dans les mains des Russes, il n'y aurait jamais eu la requête d'installer des bases nucléaires à Cuba. C'est-à-dire, pour les Russes, quand il y a la première crise de Cuba, les Russes savaient à peine où se trouvait Cuba. Ils ont été pris au dépourvu par la requête de Fidel Castro de les aider, parce que ce n'était pas prévu. Évidemment, ils n'ont pas refusé les cadeaux. Quand les choses ont été offertes, les paquets étaient faits, enrubannés par les Américains, on vous donne Cuba, pourquoi les Russes auraient dû refuser? Voilà, donc tout cela c'est, disons, le passé, mais évidemment ce livre peut être conçu aussi comme un guide pour mieux comprendre la politique américaine d'aujourd'hui. Bah oui, parce que c'est, comme je le disais au début, c'est l'idée de la géopolitique est précisément celle de fournir toute une série de pièces à l'appui pour tirer des conclusions concernant l'actualité politique. Sinon, ce serait de la science abstraite. Ouais. Et alors là, comme c'est un livre en langue italienne, alors on passe, si tu veux bien, à l'italien. Et voyons alors comment se présente ce contexte américain au jour d'aujourd'hui. Allora, passiamo all'italiano. La questione fondamentale continua a essere la questione del declino relativo, cioè ovviamente prima dicevo con la crescita del Giappone e della Germania negli anni 50 e 60 gli americani hanno perso del terreno relativo, come spiegavi giustamente tu, è una questione di rapporti, per cui se loro corrono più forte gli altri in termini relativi restano più indietro. A partire dagli anni 70 e poi in modo particolare degli anni 90 si sono aggiunte altre potenze, in particolare ovviamente la Cina, che hanno reso questo declino relativo molto più evidente. Dopodiché ci sono state ancora altre accelerazioni nei primi 10 anni di questo secolo, in particolare ovviamente la crisi del 2008, quando c'è stato proprio lo scarto netto tra le vecchie potenze industrializzate che hanno subito una recessione molto forte e invece la Cina e l'India, per esempio, che hanno continuato a crescere a dei ritmi estremamente elevati, 9 qualcosa per la Cina, 6 e qualcosa per l'India. Quindi con una divaricazione sempre più ampia. E quindi il problema politico del declino relativo è un problema che in realtà gli Stati Uniti cercano di affrontare dagli anni 70, come dicevo prima Kissinger sostiene che il primo passo è stato l'alleanza con la Cina e che alla fine non è ancora stato, cioè le misure non sono ancora state prese bene negli Stati Uniti di questo fenomeno. Forse il momento in cui si è andati più vicino ad avere un'idea chiara di cosa stesse succedendo, a parte Nixon, l'epoca di Nixon, è il secondo mandato di Barack Obama, penso. Perché il problema del declino relativo è un problema che si traduce politicamente con quello che è stato chiamato la sovraestensione del paese, cioè che mentre quando gli Stati Uniti dominavano il mondo da soli potevano essere presenti in tutto il mondo senza nessun problema perché potevano permetterselo, ora non è più possibile. Quindi
Nel libro del 1986, Ascesa e declino delle grandi potenze, lo storico Paul Kennedy aveva parlato per primo di questo problema della sovraestensione, aveva detto l'unico rimedio alla sovraestensione è di ritirarsi da qualcuno dei fronti, perché comunque tutti è impossibile tenerli, impossibile, è al di là delle forze degli Stati Uniti. E Barack Obama aveva cominciato, secondo me, a fare una politica di questo genere. Ovviamente sapendo che tutte le volte che una grande potenza si ritira è un disastro, una catastrofe, ma questo sempre. L'esempio, c'è un saggio che cito nel libro che è estremamente interessante, dice, fate l'esempio della Gran Bretagna quando si ritira pacificamente dall'India e il giorno dopo che si è ritirata scoppia uno dei massacri più violenti della storia del XX secolo. E negli Stati Uniti, sotto l'amministrazione Obama, hanno cercato di ritirarsi dal Medio Oriente e la conseguenza è stata l'ISIS, è stata l'insurrezione della parte nord dell'Iraq e della Siria. E quindi un altro bagno di sangue, non delle proporzioni ovviamente di quello indiano, ma comunque il fatto è quello che non si esce da lì, nel senso che ecco, qui diciamo ai nostri gentili visitatori che il bagno di sangue indiano è nato dalla contrapposizione fra la componente induista e quella musulmana, quindi nasce il Pakistan e insomma quello che era un gigantesco stato tenuto insieme dalla presenza britannica esplode e nascono due stati nemici fra loro. Sì, che diventano nemici immediatamente, ma il problema soprattutto è che questa divisione ha provocato uno scambio di popolazioni con operazioni di pulizia etnica mostruose, nel senso che si calcola che ci siano stati nel giro di qualche giorno 1 milione di morti, senza considerare evidentemente tutti quelli che sono stati gli altri effetti. Quindi questo è ben chiaro, dal punto di vista storico è ben chiaro. Il problema è che ovviamente noi siamo in una condizione storica dove le cose sono quelle che sono, c'è una grande potenza che sono gli Stati Uniti, il ragionamento che faceva Obama era un ragionamento abbastanza sottile, diceva, parlando del Medio Oriente, diceva se noi restiamo in Medio Oriente o addirittura interveniamo militarmente in Medio Oriente, era la questione della linea rossa, delle armi chimiche in Siria, eccetera, la storia recente prova che noi facciamo più danni di quelli che ne risolviamo. E quindi a questo punto tanto vale ritirarsi, perché in ogni caso la nostra presenza non può che essere un elemento aggravante, non un elemento. Siccome non abbiamo più degli interessi in Medio Oriente, poi lui aggiungeva, e siccome il Medio Oriente è una situazione che non sarà risolta per le prossime 2 generazioni, allora tanto vale tirarsene fuori e concentrarsi là dove gli interessi americani sono più importanti. Pensava naturalmente alla Cina. Però questa è la situazione in corso. Dopodiché la presidenza successiva è una presidenza che manca completamente di testa, nel senso che non c'è nessuno alla testa degli Stati Uniti oggi, se non qualcuno che cerca di controllare il presidente togliendogli le carte dal tavolo in modo che eviti di firmarle. E quindi sta andando un po' in tutte le direzioni, ma nessuno ha ancora capito in che direzione sta andando la potenza americana. Quindi in ogni caso questi 4 anni saranno dei 4 anni perduti. E in un momento storico come questo, dove tutti i movimenti sono accelerati, perdere 4 anni significa perdere un'eternità in realtà, perché significa trovarsi in una situazione con dei risultati che non possono essere più emendati. Penso alle guerre commerciali, penso alle decisioni unilaterali, penso al ritiro dall'accordo con l'Iran e così via. Ecco, adesso tu hai l'aria di essere praticamente quasi arrivato alla fine, invece io ho ancora una domanda prima di incoraggiare i nostri spettatori a correre a comprare questo libro bellissimo che veramente ci illumina sugli Stati Uniti di ieri, di oggi e forse anche di domani. Ho un'ultima domanda, e cioè l'Europa. Qual è il rapporto che si può immaginare per gli Stati Uniti nei riguardi dell'Europa?
Allora, intanto io faccio un'anteprima per i nostri ascoltatori dicendo che io sto terminando un altro libro che è un libro sulla geopolitica. Perché dico questo? No, dico perché naturalmente tutti devono prenotarlo e prepararsi a leggerlo non appena uscirà, fra pochi mesi. Ma lo dico perché tu mi stai dando un buon suggerimento che sarebbe di scrivere un libro sulla geopolitica dell'Europa. Perché il problema fondamentale oggi non è tanto nel rapporto fra Stati Uniti e Europa, sì ovviamente c'è un problema americano che è quello che dicevo prima, cioè che gli americani attualmente si muovono come quelle galline decapitate che continuano a camminare un po' senza testa. Fanno ancora qualche passo prima di stramazzare, esattamente. Ecco. Però l'Europa dall'altra parte non è molto meglio messa, nel senso che l'Europa sta attraversando una situazione, una fase critica estremamente forte. Direi che da quando esiste l'Unione Europea non è mai stata così divaricata e siamo in un momento di transizione e bisogna capire se questo momento di transizione va nella direzione auspicata da Macron e Merkel, di un rafforzamento europeo, o va nella direzione auspicata dai Brexiters, da Salvini, Le Pen e così via. Rafforzamento europeo che poi in definitiva sarebbe equivalente a un rafforzamento dei loro rispettivi paesi. Poi, sì, ma certo, ma questo è abbastanza ovvio, nel senso che quella è l'Unione Europea, non è che bisogna, questo l'ho detto anche davanti agli italiani, quindi questo è proprio un momento di divaricazione, cioè uno spartiacque, bisogna vedere se va in una direzione o se va nell'altra direzione. Molto dipende da una serie di questioni, una delle quali secondo me molto importante è questo confronto che c'è in corso tra la Commissione europea e il governo italiano. E secondo me questo segnerà un po' il ritmo futuro dell'Unione Europea. Ovviamente, per arrivare alla tua domanda, la questione è che oggi parlare di rapporto fra Stati Uniti e Europa è molto vago perché non si capisce chi parla con chi, nel senso che può essere Macron o Merkel che parlano con Donald Trump o con qualcuno che al posto di Donald Trump. Ma sembra che al presidente americano, cui va tutta la tua stima come emerso da questa conversazione, al presidente americano non dispiacerebbe silurare l'Europa e avrebbe anche promesso un sostegno economico all'Italia in cambio di questa operazione. Sì, è un po' la stessa manovra di Putin, non è che siamo molto lontani, cioè sarebbe l'idea che, soltanto che è fatta da due punti di gli Stati Uniti diversi. Hanno dei mezzi economici. Certo, sì, ma la Russia comunque per mezzi di sabotaggio ne ha quanti ne ha. Di sabotaggio ne ha, ma non sul piano strettamente economico-finanziario. Come sappiamo, il PIL della Russia è inferiore a quello dell'Italia, è più o meno equivalente a quello della Spagna. Molto inferiore, certo. La questione invece che Trump o chi pensa per lui vorrebbe dividere l'Europa, questa non è una cosa nuova perché fa parte della storia geopolitica degli Stati Uniti. Nicholas Spykman, che è uno dei migliori geopolitici che gli Stati Uniti hanno avuto, che è morto nel 1944, una delle sue ultime raccomandazioni era stata quella di impedire l'unificazione europea, perché dice si crea un polo di potenza tale che poi dopo noi non ce la facciamo più a tenere la concorrenza. E in effetti è vero, perché se tu guardi le statistiche internazionali, Fondo Monetario, Banca Mondiale, quando loro fanno la lista dei paesi in ordine di prodotto interno lordo, a volte ti mettono l'Unione Europea con un aggregato e l'Unione Europea è sempre sopra tutti gli altri. Quindi effettivamente se l'Unione Europea dal punto di vista economico avesse, ovviamente prima politico e poi economico, avesse questa capacità di coesione, sarebbe una potenza più forte degli Stati Uniti, dal punto di vista economico almeno, e quindi sarebbe un problema per gli Stati Uniti. Quindi gli americani hanno sempre cercato in qualche modo di ostacolare il processo europeo. Diciamo che dal periodo di Clinton in avanti c'è stata una conversione realista, nel senso che hanno preso atto che l'Europa c'era, che quindi bisognava ragionare in termini sempre continuando ad avere dei rapporti bilaterali piuttosto che con l'Unione Europea in sé,
anche perché effettivamente il problema dell'Unione Europea resta il problema che Kissinger sintetizzava con una battuta: quando io devo telefonare all'Europa che numero faccio? E continua a essere più o meno così, perché puoi anche dargli il numero di telefono di Federica Mogherini, ma Federica Mogherini non decide la politica estera europea, perché la politica estera europea la decidono Merkel e Macron. Allora, questo libro si chiama L'isola al centro del mondo, una geopolitica degli Stati Uniti, è pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Il Mulino di Bologna ed è firmato da Manlio Graziano, con il quale abbiamo avuto il piacere di conversare. Grazie. Grazie.